j'ajoute qu'il faudrait une meilleure formation, et notamment une meilleure orientation des jeunes, qui, trop nombreux, peut-être par méconnaissance des métiers ou des possibilités de travail, vont faire des études qui ne débouchent sur rien. Monsieur Juppé, bonjour. Je me présente, Isabelle Méron, 30 ans. J'ai un enfant à charge et actuellement je suis au chômage depuis le mois de juin. J'ai été licenciée économique. J'ai comme formation un bac B, plus 3 années de beaux-arts. Étant depuis près de 3 ans engagée dans une entreprise en tant que décoratrice, puis après, vu la crise et les événements, je suis devenue vendeuse, puis remplaçante de vendeuse, et puis un jour on m'a dit au revoir. Étant donné que je voyais bien que tout ce qui était artistique et décoratif n'était pas du tout le plein emploi, j'ai jugé bon de me former dans l'informatique et de perfectionner mon anglais. À l'heure actuelle, j'ai trouvé une seule façon d'essayer de retravailler, c'est un contrat à temps choisi. Je représente du vin et du champagne, et je fais du porte-à-porte. Je suis allée de l'avant, mais il y a un moment où on a un petit peu peur face à de telles responsabilités et où on est un petit peu angoissé. Donc ma question est la suivante. Quel espoir pouvez-vous donner aux Français se trouvant dans ma situation à l'heure actuelle? C'est sans doute la question la plus difficile qu'on puisse poser à un homme politique. Mais il ne faut pas l'éluder, parce que c'est la question que se posent 3 millions et peut-être plus de Françaises et de Français. Et j'ai bien conscience que personne ne peut comprendre l'angoisse dont vous parlez s'il n'a pas vécu ce que vous avez vécu. Je ne l'ai pas vécu et donc je vous répondrai peut-être en termes maladroits. Mais c'est notre responsabilité à nous qui briguons des responsabilités officielles précisément que d'essayer de répondre. Que peuvent faire les pouvoirs publics? Que peut faire un gouvernement? Que pourra faire demain un président de la République? D'abord, proclamer avec toute la force de sa conviction que ça n'est pas une fatalité, qu'il ne faut pas se résigner à cette situation, qu'on peut faire autrement, que certes les politiques appliquées depuis 10 ou 15 ans n'ont pas permis de s'en sortir, mais qu'il existe des solutions et que d'ailleurs autour de nous, en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, d'autres pays font mieux que nous. Et là je crois qu'il y a 2 ou 3 grandes réformes à engager. La première réforme, c'est celle de l'organisation du temps de travail. Puis la deuxième réforme fondamentale, et votre cas personnel y fait penser tout particulièrement, c'est la réforme de la formation. Trop de jeunes à l'heure actuelle sont orientés, entre guillemets, ou plus exactement pas orientés, mais tout simplement amenés à des filières sans avenir et sans débouché. Et c'est un problème explosif pour les prochaines années, car nous voyons bien que le nombre d'étudiants augmente sans cesse à l'université et que les propositions de formation qu'on leur fait ne sont pas assez diversifiées. Un exemple concret, on se réjouit beaucoup de voir qu'il y a de plus en plus d'étudiants inscrits en première année de médecine cette année, et de plus en plus d'étudiants inscrits dans les filières de formation au métier d'enseignant. Je m'en réjouis pour ces 2 professions, mais il n'y aura pas de place pour tout le monde. Et on risque de se retrouver au bout de 2 ans en situation d'échec, et après, le chômage et la NPE. Il faut donc faire une réforme en profondeur du premier cycle de l'enseignement supérieur, les 2 premières années, quand on sort du lycée avec un baccalauréat en poche, pour diversifier les formations, pour les professionnaliser davantage, pour faire des formations en 2 ou 3 ans qui conduisent à des métiers qui auront été sélectionnés en liaison avec les entreprises, les régions, bref, tous ceux qui sont sur le terrain. Voilà quelques réformes importantes qui me paraissent pouvoir changer la situation. Je suis femme de commerçant, j'ai un fils et j'habite Strasbourg. Monsieur le Président, vous attachez beaucoup d'importance à l'aménagement du temps des enfants. Pourquoi? Oui, j'y attache effectivement beaucoup d'importance à l'aménagement du temps des enfants parce que je crois que c'est l'exemple le plus achevé de ce qu'on peut faire pour la France de demain. Il s'agit de l'exemple de mesure où on peut à la fois régler un problème de chômage et d'autre part lutter contre l'échec scolaire. Bon,
Tout le monde sait aujourd'hui en France que notre année scolaire est très mal organisée. Nous avons de trop longues vacances. Nous avons de même une semaine de travail qui est très mal organisée. Et puis nous avons une journée de travail alors qui, elle, est proprement démentielle, puisque nous demandons 6 heures, parfois 6h30 de travail quotidien à des jeunes. Alors pensez aux gosses qui sont en difficulté chez eux, aux gosses dont souvent des parents peuvent ne pas savoir lire ou écrire, des gosses dont les parents peuvent être en situation d'exclusion. Comment voulez-vous que ces gosses puissent réussir une scolarité ? Alors le système qu'il s'agirait de mettre en place, quel est-il? Il est de faire en sorte, comme ça se fait d'ailleurs dans d'autres pays étrangers, une semaine de travail de 5 jours où les enfants travaillent le matin de 8h à midi, du lundi au vendredi. Et l'après-midi, 2h30 d'activités culturelles ou sportives bien organisées, planifiées sur l'année, qui leur permettent d'abord de mieux ingurgiter les connaissances traditionnelles et d'autre part de s'ouvrir sur la vie. Toutes les évaluations qui ont été faites de cette expérience montrent que les gosses sont plus heureux, ils ont plaisir à aller à l'école, l'échec scolaire recule. Mais ce que vous me dites me donne l'occasion de dire quelque chose à quoi je crois très profondément. On critique souvent en France l'école, on critique l'éducation nationale, on critique les enseignants. On dit, oh là là, c'était beaucoup mieux avant, etc. Mais il faut se rendre compte dans quel contexte ils évoluent. Jamais les enseignants n'ont eu autant de difficultés. L'école, elle n'a jamais été aussi bonne qu'aujourd'hui. C'est le contexte social dans lequel elle travaille qui s'est dégradé. Et elle en subit forcément le contre-coup. Elle ne peut faire l'école qu'avec ce qu'on lui envoie. Alors changeons le contexte social, battons-nous contre le chômage et l'exclusion, et vous verrez que l'école, elle montrera sa capacité de performance sans grande difficulté. Et je pense que dans le cadre d'une véritable relation entre l'université, notamment, et les milieux professionnels et régionaux, une information claire disant aux jeunes, voilà les métiers qui ont un avenir, et ceux qui n'en ont pas, on permettrait à moins de jeunes de s'égarer. Et puis il nous faut un statut nouveau de l'étudiant. Les jeunes d'aujourd'hui ont besoin de, quand ils entrent dans cette période de formation universitaire ou après le baccalauréat, ils ont envie d'entrer dans la vie, ils ont envie d'être un peu libres. Il leur faut un statut qui organise cette liberté et qui leur permet aussi de vivre. Et tout le système des bourses, des allocations, tout ça doit être profondément revu. Les crédits devront être augmentés et en même temps un vrai statut de l'étudiant et de l'étudiante qui leur permettent d'entrer dans la vie d'étudiant dans des conditions convenables. Moi je pense d'abord aux familles très modestes. C'est ça le statut de l'étudiant, donner à tous les étudiants, quelle que soit leur origine, et surtout aux plus modestes, les moyens d'entrer dans cette vie dans des conditions dignes et convenables. Je m'appelle Aurélie Tardieu, j'ai 17 ans et je suis élève en terminale littéraire au lycée Carnot. Jacques Chirac a proposé un référendum sur l'éducation s'il était élu. En quoi consisterait-il? Le référendum doit consister à demander aux Français s'ils approuvent, par oui ou par non, un projet de loi, puisqu'on vote non pas simplement sur une question comme ça en l'air, on vote sur un texte législatif. Ce projet de loi, qui doit être préparé par un vaste débat national, qui doit durer plusieurs mois avant le référendum, ce projet de loi devrait comporter essentiellement 3 questions. Première question, les rythmes scolaires, c'est-à-dire le matin, les enseignements fondamentaux, l'après-midi, sport, art, culture. La deuxième question, c'est la réforme de la formation des maîtres, et notamment pour leur permettre de mieux apprendre aux enfants tout ce qui est fondamental, c'est-à-dire en fait la maîtrise du langage, la maîtrise de la communication, du dialogue avec autrui. Et enfin, la troisième question, c'est celle naturellement de l'organisation, c'est-à-dire plus d'autonomie et plus de responsabilité pour les établissements d'enseignement et pour les enseignants.
d'abord reconnaître la famille comme un élément essentiel du dynamisme d'une société, ce qu'elle est, et comme un élément fondamental de la solidarité et de la convivialité de la société, donc de sa force. Je crois qu'il faut bien s'entendre sur la place des jeunes dans notre société. Je crois que les jeunes ne sont pas à part, ne doivent pas être à part. Ils sont une part de la nation. Il n'y a pas, à la limite, de problème jeune spécifique. Par exemple, je ne crois pas aux actions particulières contre le chômage des jeunes. Non, il y a des aspects concernant plus particulièrement les jeunes de problèmes qui sont des problèmes de toute la nation. Il en va ainsi, en particulier, de ce que sont les deux craintes, les deux angoisses principales des jeunes, à savoir le chômage, bien sûr, et le sida, d'autre part. Ça ne concerne pas que les jeunes, mais les jeunes sont marqués, toute cette génération de jeunes est marquée par l'existence, par la concomitance de ces deux phénomènes. C'est pourquoi, dans son discours à la jeunesse à Bercy, discours qui a eu un grand retentissement, Jacques Chirac a fait de la lutte contre le sida, de la lutte contre le chômage, s'adressant aux jeunes, une double priorité de son septennat. Enfin, si vous aviez à résumer le programme de Jacques Chirac pour la culture et l'éducation, que diriez-vous? Je dirais que le premier point, le plus important, c'est que Jacques Chirac a dit « Je considère que dans notre République, le chef de l'État est responsable des intérêts du pays en matière de culture et d'éducation. » Ça, c'est tout à fait essentiel. Ça veut dire que son engagement personnel est total dans ces domaines de l'éducation et de la culture. Et puis, ensuite, je crois que le maître mot, c'est naturellement démocratie et égalité. Égalité des chances pour l'enseignement, égalité des chances pour la culture, c'est-à-dire que l'école soit un instrument de promotion, un instrument d'intégration républicaine pour tous. Et la culture, c'est exactement la même chose, la culture pour tous, partout. Donc lutter contre toutes les inégalités d'accès aux richesses de l'art et de la culture. Voilà le maître mot, je crois, l'égalité des chances.